Bienvenue chez JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je m'appelle Michael Harrison et jusqu'au 12 septembre, le 18 avril 2010 était le pire jour de ma vie. Le 18 avril fut le jour où je suis rentré plus tôt d'une mission de travail et où j'ai trouvé ma femme, après 6 ans de mariage, la mère de notre fille de 5 ans, au lit avec ce salaud de David Sterling. Je vous raconterai ce qui s'est passé le 12 septembre un peu plus tard. Je ne peux pas dire que découvrir son infidélité fut un choc total. Il y avait des signes que Rebecca était malheureuse avec moi et avec notre mode de vie. La récente récession avait dévasté nos finances personnelles. Nous avions acheté une maison à la queue haute juste avant la crise, donc notre prêt hypothécaire excédait la valeur de la maison. Notre dette dépassait la valeur actuelle de la maison de 30 000 $. Rebecca voulait se débarrasser de tout ce désordre. Je pensais que nous pourrions traverser la tempête et que tout finirait par s'arranger. Mais voilà ce qui m'a vraiment mis hors de moi. Rebecca avait insisté pour que nous ayons absolument cette maison. Nous avions passé des mois à chercher une maison, en visitant des endroits parfaitement corrects de 3 chambres dans des quartiers décents. Mais non, il fallait qu'elle ait la maison coloniale de 4 chambres avec le sous-sol aménagé et le garage pour 2 voitures. Maintenant, elle se plaignait que la majeure partie de nos revenus servait à payer l'hypothèque. Depuis Noël, qui avait déçu Rebecca lorsque son cadeau s'était avéré moins cher que prévu, elle était devenue invivable, rien de ce que je disais ou faisais ne lui apportait le moindre plaisir. La seule joie de ma vie venait d'Emma, notre fille. Les yeux d'Emma s'illuminaient quand je passais la porte d'entrée après une journée à la scierie. Et c'était une réaction tellement bienvenue comparée au regard de mépris sur le visage de Rebecca. Je ne vais pas énumérer toutes les raisons pour lesquelles j'ai épousé Rebecca Walsh. Ce fut une erreur dès le début. C'est une belle femme, du moins en apparence. Nous avions tous les deux la fin de la vingtaine, tous les deux beaux, et nous avons regardé autour de nous et avons vu que tous nos amis se mariaient. Nous nous sommes demandé pourquoi pas nous, et nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre devant l'autel. Ce ne sont pas de bonnes raisons de se marier. Le mariage a peut-être commencé pour de mauvaises raisons, mais je suis tombé amoureux de Rebecca. Cet amour s'est approfondi après la naissance d'Emma. Beaucoup de couples se séparent après avoir eu des enfants. Le nôtre semblait seulement se renforcer. Il s'avère que Rebecca était soit une excellente actrice, soit avait de sérieux problèmes, peut-être les deux. Jusqu'à la fin de l'année dernière, je pensais que nous avions une relation solide et une super famille. Ça montre ce que j'en savais. J'avais dit à Rebecca que je serais de retour de ma mission de travail jeudi, mais je suis rentré mercredi après-midi. Rebecca travaillait le matin au cabinet dentaire et Emma était à l'école, donc Rebecca était libre l'après-midi. J'ai décidé de lui faire une surprise. Alors que je descendais notre rue à la queue haute, j'ai vu une voiture inconnue garée dans notre allée. Une BMW noire qui n'appartenait certainement à aucun de nos voisins. Rebecca n'était pas vraiment discrète. Mais d'un autre côté, nous ne connaissions vraiment aucun des voisins. Plus de la moitié de la rue était vide depuis que la crise du logement avait durement frappé Cleveland. Je suis entré dans la maison. Je n'avais pas besoin d'être particulièrement silencieux à cause du bruit venant de la chambre principale. Je suis resté là et j'ai regardé juste assez longtemps. Assez longtemps pour prendre quelques photos avec mon téléphone. Je ne me suis pas tendu. Je ne me suis pas mis en colère tout de suite. J'ai juste senti une tristesse accablante m'envahir en réalisant que mon mariage était terminé. Il n'y avait aucun moyen de surmonter ce genre de trahison. Maintenant se posait la question de la gravité de la ruine de ma vie une fois que nous aurions divorcé. Aussi mauvaise que fut notre situation financière, elle était sur le point d'empirer considérablement. Je deviendrais un père à temps partiel pour ma fille. Ne plus jamais pouvoir serrer dans mes bras la femme dont j'étais tombé amoureux. Rebecca s'est retournée et m'a vu là. Elle a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle m'a crié, « Fiche le camp, Mike. Qu'est-ce que tu fous à la maison aujourd'hui ?» J'étais abasourdi et j'ai réagi de la pire manière possible. Je l'ai attrapé par les épaules et j'ai crié en retour, « Tu as le culot de me demander pourquoi je suis rentré plus tôt. Tu me trompes avec cette ordure dans mon lit et tu as le culot de m'agresser. » Je n'ai pas remarqué David derrière moi pendant tout cela. Il a pris son téléphone. Et a appelé le 911. Nous nous crions encore dessus quand la police de Cleveland est arrivée. David les a rencontrés à la porte d'entrée. Il était enveloppé dans un drap de lit quand ils sont entrés dans la chambre. Basé sur le fait que j'avais attrapé les épaules de Rebecca et rien de plus,
j'ai été menotté et emmené à la prison du comté de Kyaoga. Il m'a fallu 3 jours pour rassembler l'argent de la caution. Et à ce moment-là, il ne restait plus rien sur nos comptes bancaires. Rebecca avait disparu avec Emma. Quand je suis rentré, la maison était vide à l'exception d'un mot sur la table de la cuisine. Quand je suis retourné au travail à la scierie le lundi, un huissier de justice m'attendait sur le parking. Rebecca avait demandé le divorce pour motif de violence domestique et d'abus émotionnels. J'ai déposé une contre-plainte pour adultère, mais cela n'a servi à rien. Les tribunaux du comté de Kyaoga ont fait leur travail. Ils ont donné la garde à Rebecca. J'ai dû payer une pension alimentaire pour enfants et une pension de conjoint. Ma cote de crédit a chuté après que nous avons perdu la maison par saisie. J'avais toujours mon emploi à l'usine, mais ma vie était en ruine. Si ce n'était pas pour Emma, j'aurais simplement quitté Cleveland entièrement. Il y avait un point positif. J'ai été blanchi de toutes les accusations de violence domestique lorsque les images de la caméra de sécurité de nos voisins ont montré que je n'avais jamais réellement blessé Rebecca. Trop souvent le soir, je me retrouvais assis sur un tabouret de bar au Murphy's Pub, dans le quartier ouest, écoutant un tas d'ivrognes me dire qu'ils n'auraient jamais laissé cela leur arriver. Plus d'un a soutenu que je n'étais pas vraiment un homme pour avoir laissé un autre homme me voler ma femme. J'ai changé de bar après avoir entendu plusieurs habitués faire des bruits de coucou alors que je partais un soir. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'humiliation totale. Mes collègues, hommes et femmes, me regardaient soit avec pitié, soit avec mépris. J'ai commencé à considérer sérieusement certains des conseils que je recevais des ivrognes de chez Murphy's. Ils étaient généreux avec leurs suggestions sur la façon de se venger, sur la façon dont je devrais me venger du couple qui avait détruit ma vie. Un dimanche où j'avais Emma pour le week-end, nous sommes allés voir mes parents à Parma. Après le dîner, Emma est allée dans sa chambre regarder des dessins animés pendant que ma mère et mon père s'asseyaient avec moi à la table de la cuisine en buvant du café. Je les ai choqués en leur racontant mon sentiment d'impuissance et comment je sentais que je devais faire quelque chose pour retrouver un peu de dignité. Mon père a rompu le silence. « Tu veux te venger, Mike ? » ?»« Je ne sais pas, papa. J'ai juste l'impression que je dois faire quelque chose. » La vengeance est une chose compliquée, mon fils. On dirait que ça résoudra tout, mais c'est rarement le cas. Ça peut aussi dégénérer. Tu te venges d'eux et peut-être que leurs amis ou leur famille s'en prennent à toi. Regarde juste ce qui se passe dans les quartiers de l'Est. Quel est le résultat de ce principe de l'œil pour œil? Bien que je respectais généralement l'approche de mon père en matière de résolution de problèmes, il réfléchissait toujours avant de parler ou d'agir. Je ne voulais juste pas être vu comme le type qui laissait un autre homme lui marcher dessus. Je serais très déçu si tu fais quoi que ce soit pour blesser ces gens, Mike. Je t'ai mieux élevé que ça. Laisse tomber. La violence résout rarement quoi que ce soit. Malgré l'avertissement de mon père, un samedi soir, tout s'est mis en place. Je sortais d'un restaurant à Tmont quand j'ai vu David et Rebecca de l'autre côté de la rue. Sortant d'un des restaurants haut de gamme de ce quartier de la ville. Pendant qu'ils attendaient que le voiturier leur apporte leur voiture, ils s'embrassèrent passionnément. Une belle Lexus s'est arrêtée et ils sont montés dedans. Dès que la voiture s'est éloignée du trottoir, j'ai vu la tête de Rebecca disparaître de ma vue. Je me suis dirigé vers ma Chevy vieille de 7 ans et je me suis assis là un instant, jurant et tapant mes poings sur le volant. Après m'être calmé, j'ai mis le contact. La voiture, la seule que je pouvais me permettre maintenant que mes finances étaient détruites, a démarré à peine avec un bruit de raclement. Je pensais que j'avais tout prévu. J'étais sacrément intelligent, ou du moins c'est ce que je croyais. J'ai pris mon temps et j'ai cru que mon plan était parfaitement au point. Quelques semaines plus tard, j'ai approché David une nuit devant son immeuble à Ohio City. Avant qu'il ne sache ce qui se passait, je l'avais déjà frappé avec une batte en aluminium. J'ai évité sa tête. Je ne voulais pas le tuer, juste blesser l'homme qui s'était moqué de moi. Le deuxième coup lui a cassé la jambe. Le troisième a gravement endommagé son bras. Il était à terre, essayant de se protéger, quand quelqu'un a crié d'un appartement voisin, « Arrêtez !» J'ai déjà appelé la police. J'ai couru, jetant la batte, la veste et le masque dans une benne à ordures 3 pâtés de maison plus loin. La fois suivante, j'ai pris Emma pour notre visite du week-end. Rebecca est venue directement et m'a demandé si j'avais attaqué David. Mon plan était de la laisser deviner. Elle pouvait s'inquiéter jusqu'à ce que je décide de la suite. En réponse à sa question, j'ai juste souri d'un air narquois, n'admettant rien, mais ne le niant pas non plus.
Bien sûr, j'étais le principal suspect. La police de Cleveland m'a interrogé plusieurs fois. Je n'avais pas d'alibi. J'ai simplement dit que j'avais passé la soirée seul dans mon appartement. Il n'y avait aucun témoin pour me contredire et l'arme n'a jamais été retrouvée. Il n'y avait rien d'autre qu'un mobile pour me lier au crime, jusqu'à ce que l'un des ivrognes de Murphy ait des ennuis avec la justice. Essayant de négocier un arrangement, il a demandé si les flics seraient intéressés de savoir qui avait tabassé David Sterling. Le procureur a conclu un accord et l'ivrogne a affirmé que je m'étais vanté de la façon dont j'aurais dû tuer le type avec la batte. Il mentait, bien sûr, mais cela ne semblait pas déranger la police ni le procureur général. J'ai été accusé d'agression aggravée et de tentative de meurtre. En raison de ma situation financière, un avocat commis d'office m'a été assigné. Le procureur a bâti l'essentiel de son dossier sur des preuves circonstancielles et le faux témoignage de cet ivrogne, même s'il s'était plutôt bien présenté pour le procès. Le jury m'a déclaré non coupable de tentative de meurtre, mais coupable d'agression aggravée. Le fait est que je ne pouvais pas trop me plaindre de ce verdict. J'avais bien frappé David avec cette batte. Mais une circonstance a joué en ma faveur. 3 mois s'étaient écoulés entre l'agression et la condamnation. Les côtes cassées, le bras fracturé et la jambe de David avaient guéri depuis. Il ne ressemblait pas vraiment à une victime lorsqu'il s'est présenté au procès et pour la sentence. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle le juge m'a donné une peine plus légère. Néanmoins, j'ai été condamné à 5 ans à l'institution correctionnelle de Lorraine, une prison de sécurité moyenne à environ 45 minutes à l'ouest de Cleveland. Alors, que s'est-il passé le 12 septembre? C'était pire que le jour où j'ai surpris ma femme avec David? Ce fut le jour où j'ai dû passer un arrangement avec mon compagnon de cellule, Jake Morrison. Je ne suis pas gay et je n'ai jamais eu le désir d'être avec un homme. Je n'avais simplement pas le choix. Les dents manquantes, le nez cassé et les yeux au beurre noir que j'ai eus pendant mes premières semaines ont confirmé ma réticence à entrer dans cette relation carcérale. Jake et son groupe ont clairement fait savoir que je pouvais soit coopérer, soit faire face à des conséquences bien pires. 2 choses sont ressorties de cet arrangement. Jake ne me partageait pas avec d'autres, donc je n'étais pas disponible pour les autres détenus, et j'étais protégé des groupes rivaux. C'était un pacte avec le diable. Quel genre de société accepte un tel traitement comme faisant partie de la peine? J'ai commis un crime et j'ai compris la sentence du tribunal. 5 ans derrière les barreaux, perte de liberté, et tout ce qui va avec. Mais pourquoi les gens plaisantent-ils sur ce qui arrive aux prisonniers? Qu'est devenu le « œil pour œil » ? Je n'ai agressé personne de cette manière. Pourquoi devais-je être soumis à cela juste pour survivre? Recevoir des nouvelles de l'extérieur était difficile. Après si longs mois et des dizaines de lettres, ma mère m'a enfin rendu visite. Mon père ne me parlait toujours pas, et ma mère est venue non par compassion, mais pour partager une nouvelle dévastatrice. Rebecca a épousé David, et ils ont déménagé à Dallas. Ils ne nous ont pas laissés, ton père et moi, voir Emma avant leur départ. Ils ne l'ont pas laissé venir au téléphone quand nous avons essayé d'appeler. Emma, ma seule petite fille, et je ne peux ni la voir ni lui parler. Elle a appelé la mère de Rebecca, la suppliant, essayant de faire appel d'une grand-mère à une autre. Cette femme a eu le culot de se moquer de moi. Je ne peux pas comprendre une telle cruauté. C'est dans leur famille. Maman, je n'ai jamais trompé Rebecca. C'est elle qui a détruit notre mariage. Toutes mes lettres à Emma sont revenues non ouvertes. Je travaillais avec l'un des avocats de l'aide juridique de la prison, espérant qu'un juge obligerait Rebecca à me permettre de communiquer avec ma fille. Peu après, ma mère s'est adoucie. Elle a réalisé à quel point je souffrais, et pour le reste de sa visite, elle a montré l'amour que je me souvenais de mon enfance. Je n'ai pas partagé la pire partie de ma situation, et heureusement, elle n'a pas posé de questions. Au moment où elle est partie, elle a promis de revenir me voir. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces 5 ans. Je ne me suis pas instruit, je n'ai pas appris de nouvelles compétences, je ne suis pas devenu une meilleure personne qu'en entrant. À l'exception d'une audience de libération conditionnelle désastreuse, j'ai appris à cacher mes émotions et ce qui se trouvait vraiment dans mon cœur et mon esprit. Au cours de ma première année en tant que compagnon de cellule de Jake, j'ai pris de la force à la salle de sport de la prison à chaque occasion, déversant ma haine pour Jake, Rebecca et David sur les poids. Mon gabarit des 1m85 est passé de 81 à 95 kg de muscles. Quand Jake a trouvé un nouveau partenaire, un jeune homme nommé Kevin, arrivé 13 mois après moi, j'ai été libéré de notre arrangement.
Maintenant, je devais à nouveau me défendre tout seul. La première fois qu'ils sont venus me chercher, ils étaient deux. Ils m'ont gravement blessé, mais ils ont tous deux fini à l'hôpital de la prison. J'ai été placé en quartier disciplinaire pendant 1 mois. Ce qui a aggravé les choses, c'est que ma première audience de libération conditionnelle était déjà prévue pour ce mois-là et n'a pas été reprogrammée. Il a fallu attendre encore 2 ans avant que je rencontre à nouveau la commission des libérations conditionnelles. J'ai répondu à leurs questions pendant 20 minutes avant de perdre complètement mon sang-froid. Je n'ai pas pu me taire après qu'un bureaucrate m'ait demandé pourquoi je n'avais jamais présenté mes excuses pour avoir maltraité mon ex-femme. J'ai juste déversé tout le venin qui s'était accumulé dans mon âme au fil des ans. J'ai été marié à Rebecca pendant 6 ans et je n'ai jamais levé la main sur elle. C'était elle qui me trompait dans notre lit. La seule chose que j'ai faite, c'est une attaque stupide contre son petit ami. Et à cause de cet acte, j'ai été forcé de passer un arrangement avec un autre homme juste pour survivre. J'ai été impliqué dans une 12aine de bagarres pour éviter d'être agressé. Le système judiciaire lui a permis de m'accuser faussement de violence, de prendre tous nos biens, et de me rendre impossible d'engager un avocat décent. Le même système permet à mon ex-femme de me refuser tout contact avec ma fille. Inutile de dire que j'ai purgé mes 5 ans. Pendant 5 ans, je n'ai eu aucune nouvelle de ma fille. Mes recours juridiques pour forcer Rebecca à autoriser le contact n'ont abouti à rien. Pendant 5 ans, j'ai lutté pour ma vie chaque jour. Quand je dis que je n'ai pas appris de nouvelles compétences, ce n'est pas entièrement vrai. Aucune compétence légitime. Je savais maintenant comment utiliser Internet pour escroquer les gens. J'ai pris un travail de nuit à charger des camions dans un entrepôt local. Cela payait juste un peu plus que le salaire minimum, assez pour ne pas me retrouver à la rue. Je passais mes journées à travailler sur mon ordinateur avec l'argent que j'avais économisé pendant mes années de prison, développant mon alter ego, Amy Carson. Amy Carson était une veuve qui avait l'intention de construire un refuge humain pour chiens et chats abandonnés. Le site web, Save Our Furry Friends, invitait aux contributions monétaires. Des dizaines de milliers d'adresses e-mail, collectées sur 3 ans, garantissaient que les donateurs potentiels recevraient nos envois. Le premier envoi ne m'a pas coûté un sou. Et les résultats n'étaient pas mauvais. De l'argent liquide est arrivé. Les chèques et les informations de carte de crédit étaient vendus à des contacts à l'étranger. 2 mois plus tard, j'avais 21 000 $, plus qu'assez pour accomplir le premier de mes 2 objectifs post-prison. Victoria était assise sur un tabouret de bar, une vraie apparition. Cela faisait plus de 6 ans que je n'avais pas été avec une femme. Voulant vivre toutes les sensations, je me suis donné à fond. J'avais un certificat de bonne santé en main et 7 cents $ en poche. Je m'étais même habillé décemment, un pantalon et une veste de sport du magasin Goodwill. Victoria s'est retournée et m'a regardé alors que je m'approchais d'elle. Michael. Son sourire illumina le bar sombre. Elle portait un pantalon. Pourquoi un pantalon et pas une jupe? Parce que j'étais sur le point de passer la nuit avec une si belle escorte pour le prix de 6 cents $ plus le pourboire. D'où les 700 $ dans ma poche. Le pantalon dissimulait le fait que Victoria avait une jambe artificielle. Apparemment, plus d'un client avait vu son membre artificiel et avait exigé une réduction. Bien que la prothèse de jambe ne me dérangeait pas, j'étais content d'économiser quelques centaines. J'ai demandé au barman un verre de bourbon et me suis assis à côté de Victoria. Elle avait déjà une sorte de boisson devant elle, quelque chose dans un verre à martini. J'ai regardé au-delà d'elle et j'ai vu un gars à sa droite me lancer un regard hostile. Le monsieur à côté de moi a insisté pour m'offrir ce verre, expliqua Victoria. Je lui ai dit que j'attendais quelqu'un. Que ce n'était pas nécessaire. Victoria a posé sa main sur mon épaule et j'ai pris cela comme un signal de ne pas m'énerver. J'ai silencieusement compté jusqu'à 5 et suis resté calme. J'ai sorti un billet de 20 $ de mon portefeuille. Excusez-moi, monsieur. J'apprécie que vous ayez offert un verre à ma compagne, mais je suis sûr qu'un gentleman comme vous me fera la courtoisie d'accepter le remboursement de votre gentillesse. Ayant dit cela, je me suis levé de mon tabouret de bar, tenant le billet de 20 dans ma main droite, mais le tenant de manière à ce qu'il puisse voir les cicatrices au dos de cette main. De vilaines cicatrices de nombreuses bagarres en prison. Je voulais qu'il comprenne que mes mots pouvaient suggérer la politesse, mais ma posture n'était pas du tout soumise. L'homme m'a toisé et, Dieu merci, a souri d'un air suffisant. Il a pris les 20 $. On ne peut pas en vouloir à un homme d'essayer avec une si belle femme. Passez un bon rendez-vous.
Sur ces mots, il s'est levé de son tabouret de bar et s'est éloigné vers l'autre bout du bar. Victoria m'a regardé. Merci d'avoir agi comme un gentleman. Il n'était pas trop insistant. Et il aurait été dommage de finir notre rendez-vous avec toi en prison et moi toujours assise ici. Où as-tu appris à désamorcer une situation? Écoute, je n'ai pas vraiment envie de raconter ma vie pour l'instant, et j'ai entendu dire qu'il valait mieux ne pas poser trop de questions personnelles dans ce milieu. Lorsque le barman a placé mon bourbon devant moi, j'ai été surpris. C'est offert par la maison. J'apprécie que vous ayez été si poli à ce sujet. Nous avons eu une bagarre ici la semaine dernière quand un ivrogne ne laissait pas tranquille la compagne d'un autre gars. Ça m'a coûté 400 $ pour réparer les dégâts. Je ne verrai jamais un sou de l'ivrogne qui a tout commencé. Et ma franchise d'assurance dépasse le montant des dégâts. J'ai levé mon verre vers le propriétaire barman et j'ai pris une gorgée. Il m'en a même servi un bon. Victoria et moi avons fini nos verres, avons dit au revoir au barman, avons fait un signe de tête à l'autre gars, et sommes sortis dans l'air nocturne de Cleveland. J'ai une chambre juste à côté. As-tu besoin de manger quelque chose avant qu'on y aille? Non, ça va. Peut-être qu'on commandera une pizza ou de la nourriture chinoise plus tard. C'est ton argent. On fera tout ce que tu voudras. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le demande 2 fois. J'ai pris la main de Victoria et l'ai conduite à l'hôtel. Alors que nous montions dans l'ascenseur, je ne pouvais pas effacer mon sourire niais. Quoi? Demanda Victoria. Tu es juste tellement magnifique. Nous sommes entrés dans la chambre et sommes passés directement aux choses sérieuses. Puis nous nous sommes reposés un moment. Je ne m'attendais pas à ça, dit Victoria en me regardant. À quoi? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien et que tu y prennes autant de plaisir. Victoria rit. Eh bien, je suis une professionnelle. Elle riait toujours, mais plus de moi. Je n'ai jamais payé pour ça auparavant. J'imaginais que quelqu'un qui faisait ça pour vivre serait un peu détaché, qu'elle devrait faire semblant. Mais tu n'avais pas l'air de faire semblant. Merci. Tu veux commander à manger maintenant? Nous avons commandé de la nourriture chinoise et pris une douche en attendant. C'était la première fois que je me trouvais face à face avec sa prothèse, assez proche pour la toucher. Quand je l'ai regardée, c'était du métal juste en dessous du genou. Elle interrompit mes pensées. Ça te dérange? En fait, non. C'est juste que je n'en avais jamais vu auparavant. C'est incroyable quand on y pense. Quand nous sommes allés à la chambre, je n'ai pas remarqué que tu marchais sans boiter le moins du monde. Puis nous avons fait l'amour à nouveau et sommes allés nous coucher. En nous réveillant le lendemain matin, nous avons pris une douche à nouveau. Et Victoria m'a surpris à regarder sa jambe artificielle. C'était un accident de moto, dit-elle. Quoi? Ma jambe? Tout le monde veut savoir comment c'est arrivé. Tu étais trop poli pour demander. Comme je l'ai dit hier soir, on m'a dit de ne pas entrer dans les détails personnels, mais maintenant que tu en parles, comment est-ce arrivé? Le gars avec qui je sortais était Randy. Il a acheté une nouvelle moto et voulait la montrer. Il prétendait être un excellent pilote et savoir ce qu'il faisait. J'ai été stupide et je me suis assise à l'arrière. Il voulait m'impressionner, alors il a commencé à faire le malin en roulant vite. Il a perdu le contrôle de l'avant. Nous sommes tombés et j'ai perdu ma jambe. Qu'est-il arrivé à Randy? Aucun de nous ne portait de casque. Encore une décision stupide. Il a heurté sa tête contre un lampadaire, est tombé dans le coma, et resté inconscient pendant une semaine jusqu'à ce que la machine soit éteinte et qu'il meure. Je devrais avoir un cœur plus grand. Je sais. J'ai l'air froide, mais le salaud s'est écrasé et ma jambe est partie. Il n'avait même pas d'assurance. Toutes mes factures médicales et cette jambe ont coûté une fortune. C'est mon excuse pour être dans ce milieu. Le pire, c'est que quand mes parents ont découvert ce que je faisais pour vivre, ils m'ont exclu de leur vie. Ils ne voulaient pas d'une prostituée comme fille. Il y a pire que d'être payé pour du sexe. Oui, comme quoi? Comme mon ex-femme, par exemple. Alors, j'ai raconté à Victoria l'histoire de Rebecca. Quand j'ai eu fini, elle a reconnu que mon ex était encore pire. Quand elle a dit ça, tout ce que j'ai pu faire, c'est rire. Probablement la première fois que je riais de toute cette situation. Tu as faim? Je peux t'offrir le petit déjeuner? Oui, ce serait sympa. Après, je dois aller en cours.
Je ne vais pas être une prostituée toute ma vie. On entend parler de gars qui tombent amoureux de prostituées. Et quand on rencontre une femme comme Victoria, je peux comprendre comment cela arrive. Mais soyons réalistes. C'était une escorte. Et même si elle ne l'était pas, que pouvais-je offrir à une femme? À n'importe quelle femme. Le lendemain, j'attendais avec impatience la deuxième partie de mes projets. J'ai rencontré Johan Price dans un des restaurants du centre-ville. Jawan était un contact extérieur pour l'un des groupes de la prison. Il a nommé un prix et j'ai accepté à une condition. Une fois que ce serait fini, deux noms, le mien et celui de Kevin, seraient mentionnés. Ayant accepté cela, j'ai donné 15 000 $ à Jawan. Jawan était l'un des types les plus intelligents du coin. Il avait été accusé, mais jamais condamné. Il a tout. J'ai entendu parler de ce qui se passait à l'intérieur. Je ne peux pas t'en vouloir de vouloir te venger. Non, ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Kevin était un brave type. Un peu plus d'1 an après être devenu le partenaire de Jake, Kevin est mort. Des rumeurs ont circulé dans la cour selon lesquelles Jake était allé trop loin une nuit. Kevin méritait mieux. Jake a passé 2 mois en isolement et a écopé d'une peine supplémentaire pour n'avoir signalé la mort de Kevin que le lendemain matin. C'était tout. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, c'est un homme mort maintenant. C'est garanti. Je n'ai pas besoin de te dire que personne ne saura jamais pour notre arrangement, n'est-ce pas? Je comprends. Je n'ai pas survécu 5 ans en parlant trop. Jawan a simplement hoché la tête et est parti. 4 jours plus tard, 4 détenus ont été tués lors d'une émeute en prison qui a commencé par la mort de Jake Morrison poignardé. Un détenu a été soupçonné du meurtre, mais il faisait partie de ceux qui ont été tués lors de l'émeute qui a suivi. La prison a été placée en confinement pendant 3 jours. Mon site web avait rempli sa mission. Je l'ai fermé avant que les forces de l'ordre ne puissent le remarquer et commencer à enquêter. C'était une affaire de petite envergure. Trop peu d'argent avait été investi pour que des agences s'y intéressent sérieusement. Maintenant, je voulais retrouver Emma. La page Facebook de Rebecca avait disparu 2 ans plus tôt. Le dernier message montrait leur famille vivant dans la banlieue de Dallas. Emma venait d'avoir 9 ans et la famille heureuse, Rebecca, David et Emma, avaient posé devant les portes d'un parc à thème. Puis, plus rien. Imaginez ma surprise quand, par simple curiosité, j'ai tapé David Sterling sur Google et découvert qu'il vivait de nouveau à Cleveland. Rien n'est apparu pour Rebecca, mais j'avais au moins une piste. Il m'a fallu débourser 1 000 $ de mon argent illicitement gagné pour engager un détective privé afin de savoir où David vivait et travaillait, qu'il n'était plus avec mon ex-femme, et où il aimait passer du temps après le travail. Il a fallu quelques minutes à David pour réaliser qui était assis sur le tabouret de bar à côté de lui, dans un bar sportif à Westlake. Compréhensible, car j'étais bien différent de la dernière fois qu'il m'avait vu, lors de ma condamnation pour l'avoir frappé avec cette batte de baseball Louisville Slugger. Ma carrure musclée, mon nez cassé 2 fois et ma tête rasée devaient probablement paraître assez intimidants. Il s'est tourné vers moi et a demandé, « Allons-nous avoir un problème ?» J'avais pensé à ce moment et préparé une réponse. Non, David, te frapper avec cette batte de baseball était une erreur. Cela m'a coûté 5 ans de liberté et d'innombrables horreurs en prison. De plus, j'ai manqué de voir ma petite fille grandir. En fait, je suis venu te demander si tu savais où était Emma. Je te le dirai si c'était le cas. Rebecca m'a quitté pour un autre, et les 3 sont partis vers des destinations inconnues. J'ai observé les yeux de David tandis qu'il répondait. Quand tu es en prison, tu apprends à regarder les gens dans les yeux car les yeux sont le reflet de l'âme. J'ai décidé que David disait la vérité. Comme pour renforcer ma conclusion, David a continué, « Je veux que tu saches quelque chose, Mike. Je n'aurais pas dû m'impliquer avec Rebecca quand elle était encore mariée à toi. C'était mal. Je pensais vraiment l'aimer, et je croyais qu'elle m'aimait. Cela m'a fait un mal de chien quand elle m'a remplacé par cet autre type. Pour la première fois, j'ai réalisé ce que tu avais dû ressentir quand nous nous sommes mis ensemble. » Elle m'a raconté un tas de mensonges que je n'ai pas compris avant de revenir ici et de parler à certains des couples que tu connaissais. Quand j'ai rencontré Rebecca pour la première fois, elle m'a dit que tu l'avais maltraitée, elle et Emma, que votre mariage était une mascarade, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne divorce de toi, ou pire. Je pensais être son chevalier servant. Bien sûr, quand tu m'as tabassé, cela n'a fait que renforcer son histoire.
David a bu une gorgée de sa bière et a continué, « Je veux que tu saches encore une chose. J'étais en désaccord avec Rebecca quand elle t'a exclu, toi et ta famille, de la vie d'Emma. Je pensais que c'était une erreur. Rebecca m'a dit de me retirer, qu'Emma n'était pas mon enfant, et que je n'avais pas mon mot à dire. Emma et moi avons eu une bonne relation pendant ces 3 années. Je l'aimais, mais je n'ai jamais été son père. Emma te manquait. J'ai fait de mon mieux pour ne pas pleurer quand David a dit cela, mais je suis sûr que mes yeux étaient embués. David s'est tourné vers le barman et a demandé un stylo et une feuille de papier. Je ne sais pas où ils ont fini, mais voici le nom de l'imbécile qui m'a remplacé, Barry Stewart. C'était un charpentier engagé par un promoteur immobilier de Plano, Chase Holmes. Ce salaud travaillait sur plusieurs maisons spécialisées à un pâté de maisons de chez nous. Je n'ai aucune idée de la façon dont lui et Rebecca se sont rencontrés. La première chose que j'ai su, c'est le jour où elle a rempli son camion et est partie avec ce salaud. Je ne pense même pas que j'en aurais eu connaissance si je n'avais pas reçu un appel d'un de nos voisins qui se demandait pourquoi Rebecca déchargeait des affaires à l'arrière d'un camion. Je suis rentré juste avant leur départ. Nous nous crions dessus quand les flics sont arrivés. C'est la seule raison pour laquelle j'ai reconnu son nom et son lieu de travail. Les flics n'avaient aucune raison de les retenir, alors ils sont partis. J'ai trouvé une note dans la cuisine qui disait « Au revoir ». Nos comptes avaient été vidés. J'ai dépensé plusieurs milliers de dollars pour tenter de retrouver Rebecca, mais sans succès. 1 an plus tard, j'ai intenté un procès pour adultère et abandon, vendu la maison et suis revenu ici. Le visage de David montrait du ressentiment tandis qu'il racontait son histoire. Le type en voulait encore à ce salaud, et probablement à moi aussi. Mais je voulais juste revoir ma fille. J'ai remercié David pour les informations, lui ai offert une bière, et j'ai quitté le bar en me demandant quoi faire ensuite. David avait dépensé des milliers de dollars à chercher Rebecca. Pourquoi gaspiller mes ressources limitées à faire la même chose? Il y avait une personne qui savait très probablement où Rebecca et Emma vivaient, mais cette même personne essaierait probablement de m'empêcher de le découvrir. La mère de Rebecca, Margaret Turner. Ce serait risqué. Si j'étais pris, je serais renvoyé en prison. Mais je ne pouvais pas imaginer d'autre option. Margaret Turner était une créature d'habitude, complètement prévisible dans sa routine. Elle allait à l'église tous les dimanches à 9 h du matin. Margaret laissait toujours une clé de rechange dans la fausse pierre à côté de la porte-fenêtre. Pourquoi se donner cette peine quand Brutus, son Rottweiler, était toujours là pour garder la maison? À 9 h 02, j'ai escaladé la clôture depuis l'allée derrière sa maison. Clé en main, j'ai ouvert la porte-fenêtre et j'ai entendu Brutus grogner. Un grognement qui aurait effrayé toute personne normale. Brutus a tourné le coin dans la cuisine où je me tenais et s'est arrêté. Cela faisait 6 ans que Brutus ne m'avait pas vu ni senti, mais les années n'avaient pas d'importance. Brutus s'est levé sur ses pattes arrière et m'a léché le visage. Il se souvenait de l'homme qu'il avait pris au refuge, l'avait amené chez Margaret, lui avait appris à s'asseoir et à se coucher, et lui avait donné des friandises chaque fois que je rendais visite à ma belle-mère. Pendant que Brutus se réhabituait à mon odeur, je me suis approché du comptoir et j'ai pris une friandise pour chien dans le pot à biscuits que Margaret gardait. J'ai jeté la friandise par terre et Brutus s'est précipité pour la manger, s'éloignant de moi. J'ai profité de cette pause pour regarder autour de moi. Rien dans la cuisine n'avait changé depuis le jour où John Turner était mort, il y a 9 ans. Il y avait un ordinateur sur le bureau de Margaret où elle payait elle. Et facture. J'ai allumé l'ordinateur et un mot de passe est apparu à l'écran. J'ai réfléchi 1 minute et j'ai tapé Jean 3h16. L'ordinateur a commencé à démarrer. Pendant que l'ordinateur démarrait, j'ai fouillé ses tiroirs et j'ai trouvé des lettres avec des adresses d'expéditeurs sur les enveloppes. Rebecca vivait à El Paso. J'ai inséré une clé USB dans le port USB et j'ai copié le dossier de photos de Margaret, son dossier de vidéo et son dossier de mai. Après avoir obtenu tout ce pourquoi j'étais venu, j'ai éteint l'ordinateur. L'ordinateur, gratta Brutus derrière les oreilles, ferma la porte et remit la clé à sa place. Je passai le reste du dimanche à regarder des vidéos et des photos de ma fille grandissant. Emma avait tellement grandi au fil des ans. C'était une si belle jeune fille. J'avais été si stupide de manquer ces années. D'après les informations que j'avais recueillies sur des enveloppes et des emails, j'appris que Rebecca et Emma utilisaient maintenant le nom de famille Turner. Rebecca vivait avec Barry Stewart, mais n'était pas mariée à lui. Emma était en CM2. Le lundi,
je donnai les informations et un acompte de 5 cents dollars à un détective privé à El Paso qui confirma que l'adresse et les autres renseignements étaient toujours valables. Le mardi matin après le travail, je frappai à la porte de mes parents. Bien que ma mère m'ait rendu visite plusieurs fois en prison, je n'avais pas vu mon père depuis le jour de ma condamnation. Ce jour-là, il m'avait juste regardé avec tristesse et douleur. Maintenant, il se tenait devant la porte, et je me demandais s'il allait me laisser entrer. « Salut, papa. » Papa ouvrit grand la porte et me tira à l'intérieur de la maison. Il me regarda droit dans les yeux, puis me serra dans ses bras. Marie, Michael est rentré. Maman entra dans la pièce et me serra dans ses bras. « Voulez-vous du café ? » « Oui, s'il vous plaît. » Nous nous assîmes à la même table de cuisine où j'avais déjeuné enfant. Certaines choses ne changent jamais, et j'étais reconnaissant du réconfort des routines familières. « Maman, papa, tout d'abord, permettez-moi de m'excuser de vous avoir déçu. Je suis désolé de ne pas avoir écouté vos sages paroles. Je suis désolé d'avoir laissé une bande de minables me convaincre de me venger. » Maman s'approcha et me serra à nouveau dans ses bras. Papa posa sa main sur mon épaule et serra. « Je sais où sont Rebecca et Emma, et je veux que vous m'aidiez à reprendre contact avec Emma. J'ai quelques milliers de dollars pour aller à El Paso et faire tout ce qui est nécessaire pour au moins obtenir des droits de visite. Voulez-vous venir avec moi et m'aider ? » Papa répondit le premier. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? Rien de violent encore, n'est-ce pas ? J'ai été blessé que, à cause de mes actions passées, ce soit la première chose qu'il ait demandé. Non, je vais d'abord consulter un avocat. J'ai purgé ma peine. Je ne suis pas en liberté conditionnelle, donc je peux y aller et essayer d'obtenir une ordonnance du tribunal pour des droits de visite. Mais soyons honnêtes, je suis un ex-détenu condamné pour agression. Je pense qu'il serait préférable que mes parents viennent avec moi et que nous déposions un recours tous les trois. » Papa regarda maman et je pus voir l'imploration dans ses yeux. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Papa accepta. « Quand partons-nous ? Peux-tu être prêt dans une semaine ? J'ai besoin de prendre quelques dispositions et de régler certaines choses. Pouvons-nous prendre ta voiture ? Nous aurons besoin d'une voiture pendant que nous y serons. Oui, je l'emmènerai au garage demain et je m'assurerai qu'elle est prête à partir. Nous partirons lundi prochain. D'accord. » Sur ces mots, je bus une autre tasse de café et m'engageai dans des potins familiaux. Ça faisait du bien d'être de nouveau ici. Nous avons convenu de partir le lundi suivant. Au cours des jours suivants, j'ai utilisé mon temps libre pour trouver les meilleurs avocats spécialisés dans le droit de la famille dans la région d'El Paso. Après en avoir trouvé un avec d'excellentes critiques, j'ai appelé et pris rendez-vous pour le jeudi suivant. Cela nous laissait 3 jours complets pour nous rendre à El Paso. J'espérais que papa et maman seraient prêts pour le voyage. Papa avait presque 70 ans et maman 66. La Lincoln Continental de papa. Il s'est avéré que maman était une grande fan de Matthew McConaughey et l'avait convaincue de l'acheter. Elle serait parfaite pour le voyage. Quand papa a pris le rendez-vous du jeudi, nous avons tous convenu de partir le dimanche et d'avoir un jour supplémentaire pour parcourir les 1500 miles. Ce dimanche-là, moi, un homme de 36 ans, pris la route avec ma mère et mon père. Nous avons quitté Cleveland sur l'I-71 Sud en passant par Columbus, puis avons pris l'I-7 Ouest. Ce ne sont plus que des autoroutes inter-États maintenant, mais cet itinéraire vous emmène au cœur de l'Amérique. Avant d'entrer à Saint-Louis, papa nous raconta comment, quand il n'avait qu'eu 3 ans, ses parents avaient emprunté cette route historique jusqu'à Los Angeles. À l'époque, toutes les routes n'avaient que 2 voies et on ne pouvait pas parcourir plus de 400 miles en une journée. Il avait fallu 7 jours à sa famille pour atteindre Los Angeles. Mon grand-père, décédé avant ma naissance, avait un emploi qui l'attendait en Californie. Un de ses camarades de l'armée était dans le secteur de la peinture de maisons, et après la guerre, toutes les nouvelles constructions étaient censées être une mine d'or. Malheureusement, dit papa, sa mère avait le mal du pays pendant toute l'année qu'ils vécurent à Pasadena. Mon grand-père fit déménager la famille et retourna en Ohio. Tout s'arrangea pour le mieux. Mon grand-père devint PDG d'une entreprise d'aluminium et réussit bien jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort d'une crise cardiaque à son bureau à l'âge de 58 ans. Je suis né 1 an plus tard et fus nommé en son honneur. Pendant les 4 jours que nous passâmes en voiture, maman et papa racontèrent des histoires du bon vieux temps. Des histoires que j'avais soit oubliées, soit que j'avais été trop occupé pour écouter en grandissant. J'avais quitté la maison à 18 ans,
et c'était la période la plus longue que nous passions ensemble depuis nos dernières vacances en famille, quand j'avais 14 ans, et que nous étions allés à Washington DC. Le jeudi après-midi, nous étions assis au cabinet d'avocat de Glaty Harper. Contrairement à toutes mes précédentes rencontres avec le système juridique, ce fut en fait une expérience positive. J'ai dit à l'avocate toute la vérité sur la façon dont j'avais été condamné, comment j'avais purgé ma peine, comment on m'avait refusé toute communication avec Emma, et comment mes parents avaient également été coupés d'elle. J'ai expliqué le divorce de Rebecca d'avec moi, sa relation ultérieure avec David, puis sa disparition avec Barry Stewart. Les yeux de l'avocate s'illuminèrent lorsqu'elle entendit que David était prêt à témoigner sur le modèle d'abandon de Rebecca et ses mensonges concernant les violences domestiques. Cela ne me peignait pas comme un saint, mais cela ne faisait certainement pas passer Rebecca pour une sainte non plus. Toute la réticence initiale de l'avocate à prendre notre affaire disparut quand ma mère fondit pratiquement en larmes, lui racontant comment elle ne pouvait ni voir ni parler à sa petite-fille. Je donnai à Maître Harper un acompte substantiel et elle commença immédiatement à travailler sur les documents. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre. Nous décidâmes de ne pas passer le week-end à El Paso, nous nous rendîmes donc au parc national de Big Bend à la place. Bien que nos pensées fussent occupées par les procédures légales à venir, ce fut un week-end incroyable à profiter des paysages de ce parc tranquille et magnifique le long du Rio Grande. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Maître Harper. Nous devions nous rencontrer à son bureau le mardi matin pour préparer une audience devant un juge le même mardi après-midi. Maître Harper avait été très occupé. Elle avait même obtenu une déclaration signée de David Sterling confirmant que Rebecca l'avait abandonné et avait complètement rompu sa relation avec Emma. J'ai appris plus tard que David avait accepté cela à une condition. Il fallait dire à Emma que David ne l'avait pas abandonnée et qu'il tenait toujours à elle. Nous nous sommes retrouvés dans le hall du tribunal et nous nous sommes dirigés vers les bureaux du juge. Je ne suis pas naïf. Il était clair dans les 10 premières minutes que le juge et notre avocate entretenaient d'excellentes relations de travail. Nous avons répondu aux questions du juge. Ensuite, Maître Harper a précisé que nous ne cherchions qu'une rencontre préliminaire avec Emma pour rétablir le contact, et que nous étions prêts à ce qu'un travailleur social désigné par le tribunal supervise la visite. Votre honneur, dit Maître Harper, étant donné le comportement passé de mademoiselle Turner, qui a refusé le contact à mon client avec Emma, puis a fait exactement la même chose à monsieur Sterling, nous demandons respectueusement que mademoiselle Turner ne soit pas informée de cette rencontre à l'avance, car elle utiliserait probablement ce temps pour retarder les procédures et éloigner davantage Emma de mes clients. C'est là que la relation de Maître Harper avec le tribunal et tout l'argent que nous lui versions ont vraiment porté leurs fruits. J'en serais tombé à la renverse. D'un trait de plume lorsque le juge a accédé à la demande et a fixé la rencontre au lendemain même. Nous devions aller chercher Emma à son école, l'ordonnance du juge en main, accompagnée de Madame Harper et d'une assistante sociale. Nous aurions 3 heures pour emmener Emma dans un restaurant local, discuter avec elle, puis la raccompagner chez elle. En sortant du tribunal sous le soleil chaud du Texas, je ne me souvenais pas avoir jamais ressenti autant d'espoir et de terreur à la fois. Il me fallut toute ma volonté pour ne pas serrer Madame Harper dans mes bras, là, devant le bâtiment. Je travaille déjà sur les démarches de suivi pour établir des droits de visite formels pour vous et vos parents, dit-elle. Nous nous retrouverons demain à 13h45 à mon bureau. L'assistante sociale vous accompagnera à l'école. Une fois que nous aurons récupéré Emma, je vous laisserai avec l'assistante sociale jusqu'à ce qu'il soit temps de ramener Emma à la maison. Elle me regarda sérieusement, jusqu'à demain. Ne faites rien qui puisse compromettre cela. Restez sobre. Restez calme. Quoi que vous disiez ou fassiez, surtout quand la mère d'Emma réagira inévitablement de manière excessive, restez calme. Nous nous attendons à ce qu'elle dise ou fasse quelque chose d'inapproprié devant l'assistante sociale, et cela ne fera que nous aider lorsque nous demanderons les droits de visite. Traitez l'assistante sociale comme une amie, car elle pourrait le devenir lorsque l'affaire retournera au tribunal. Le juge vient de nous offrir un cadeau précieux. Traitez-le comme tel, sur ces mots, elle s'éloigna. J'ai serré maman et papa dans mes bras et les ai remerciés encore une fois pour leur aide. Les 22 heures suivantes s'éternisèrent. Nous sommes restés près de l'hôtel et avons mangé un morceau au restaurant d'en face. Une partie de moi s'attendait à ce que quelque chose de grave se produise. Allions-nous arriver à l'école d'Emma demain pour découvrir qu'elle n'était pas là? Mes parents ont fait de leur mieux pour me rassurer, mais je pouvais voir l'inquiétude sur leur visage. Nous sommes arrivés au bureau de Glaty Harper à 13h30. 5 minutes plus tard, une femme courte et corpulente d'origine hispanique est entrée dans le bureau.
Madame Hernandez s'est présentée et a passé plusieurs minutes à nous expliquer comment elle allait assurer la supervision tout en essayant de ne pas être intrusive. Apparemment, elle avait lu les requêtes de notre avocate, car elle s'est montrée très gentille envers ma mère, comme une grand-mère envers une autre. Madame Hernandez a également eu la gentillesse de nous donner quelques conseils sur la meilleure façon d'aborder Emma après une séparation si longue et traumatisante. Plus tard, nous avons été contents de ces conseils. J'étais tourmenté par l'angoisse de savoir comment Emma réagirait à mon apparence. Nous sommes entrés dans le bureau administratif de l'école 30 minutes avant la sortie des classes. Le directeur et la directrice adjointe ont lu l'ordonnance du tribunal, ont appelé le bureau de district et ont parlé avec le service juridique avant d'accepter de laisser Emma partir avec nous. 10 minutes avant la sonnerie de la sortie des classes, Emma a été sortie de sa classe et amenée au bureau de la directrice adjointe. La première personne qu'elle a vue fut ma mère, et les yeux d'Emma se sont illuminés en reconnaissant sa grand-mère. Nana. Emma s'est jetée dans les bras de sa grand-mère, et ma mère s'est agenouillée pour accepter et lui rendre l'étreinte. Elle pleurait ouvertement. Emma a levé les yeux lorsqu'elle a vu mon père s'approcher d'elle. « Papinou » s'exclama-t-elle. Quand Emma a appris à parler, elle ne pouvait pas prononcer « grand-père » et a commencé à l'appeler « Papinou ». Ce nom est resté. Nous avons tous trouvé ça mignon. Papa a pris Emma dans ses bras, l'a serrée et l'a embrassée sur le nez. Emma m'a regardé, debout un peu à l'écart. « Papa », mon apparence était si différente de la dernière fois que nous nous étions vus que l'hésitation dans sa question était compréhensible. C'était l'une des suggestions de Madame Hernandez. Laissez Emma voir ses grands-parents d'abord parce qu'ils ressemblent à ce qu'ils étaient il y a 5 ans. Et il y a toujours un lien spécial avec les grands-parents. Je me suis agenouillé et j'ai tendu les bras, faisant une prière spéciale pour que mon étreinte soit acceptée. Emma s'est jetée dans mes bras. Nos retrouvailles ont été interrompues lorsque la directrice adjointe est entrée dans le bureau avec Rebecca, qui attendait dans le parking de l'école pour récupérer Emma. Rebecca a regardé autour de la pièce et a explosé. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Laissez Emma tranquille. » Madame Harper est entrée dans la pièce et Madame Hernandez est arrivée à ses côtés. Madame Harper a tendu à Rebecca une copie de l'ordonnance du tribunal. « Mademoiselle Turner, ceci est une ordonnance du tribunal qui permet au père et aux grands-parents d'Emma de lui rendre visite aujourd'hui pendant 3 heures. Ils seront accompagnés de Madame Hernandez pour assurer la sécurité d'Emma et le respect de l'ordonnance de vous rendre Emma dans les 3 heures. À compter de maintenant. » Rebecca a regardé les papiers mais ne les a pas lus. Elle a rejeté les papiers à Madame Harper. « Je me fiche de ce que ces papiers disent. Vous ne pouvez pas simplement venir ici et prendre ma fille. » Rebecca m'a montré du doigt. Que mes parents. Ces gens n'ont rien à faire ici. C'est ma fille. Rebecca a agrippé Emma, et Emma s'est cachée derrière ma mère. Madame Hernandez, qui se tenait devant Rebecca, n'a pas manqué cette dynamique. Mademoiselle Turner, avant qu'elle ne puisse placer un mot, Rebecca lui a crié dessus, utilisant un langage désobligeant concernant l'ethnicité de Madame Hernandez, son physique et des grossièretés à son égard. Mademoiselle Turner, voulez-vous que j'appelle la police? Si c'est le cas, continuez, et je vous garantis que vous serez mise en prison jusqu'à ce que vous vous calmiez et cessiez de menacer les gens. À ce moment-là, la directrice adjointe est intervenue et a fait de son mieux pour calmer Rebecca. Elles sont entrées dans son bureau et nous avons profité de cette occasion pour partir avec Emma et Madame Hernandez. Nous 4 nous sommes assis dans un petit café à quelques pâtés de maison de l'école. Madame Hernandez s'est assise à une table voisine. L'un des conseils que Madame Hernandez nous avait donné était la façon d'entamer une conversation avec Emma après tant d'années de séparation. Encore une fois, nous avons suivi son conseil, et je crois que cela a fait une grande différence. Emma n'a pas semblé intimidée par notre présence, mais mon cœur s'est brisé lorsque ma petite fille a demandé en larmes, « Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais appelé ou écrit? Pourquoi n'ai-je pas reçu de carte pour mes anniversaires ?» Heureusement, j'étais préparé. J'ai sorti une grande enveloppe Kraft du sac à main de maman. « Emma, j'ai pensé à toi chaque jour où nous étions séparés. Voici toutes les lettres que j'ai envoyées. Toutes les cartes postales que j'ai envoyées. Toutes les cartes et lettres m'ont été renvoyées. Ta mère les a renvoyées. Elle ne voulait pas que tes grands-parents et moi soyons dans ta vie. À 2 reprises, j'ai engagé des avocats pour qu'elle me laisse te parler. J'ai montré à Emma les enveloppes sur chacune desquelles Rebecca avait manuscrit, retour à l'expéditeur. Mais pourquoi a-t-elle fait ça, papa?
J'ai voulu répondre parce que ta mère est vindicative. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris sa main et j'ai dit, un jour, tu devras poser la question à ta maman à ce sujet. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, parlons simplement ensemble. Toi, moi et tes grands-parents. Nous t'aimons tous et voulons savoir comment tu vas à l'école. Quels sont les noms de tes amis? Fais-tu du sport? 3 heures se sont écoulées. Nous 5 sommes montés dans la Lincoln de papa et nous avons roulé jusqu'à la maison de Rebecca, respectant le temps imparti. Rebecca se tenait sur le porche, fumant une cigarette, l'air furieux. J'ai garé la voiture sur le trottoir. Je veux te montrer ma chambre, a dit Emma depuis la banquette arrière. J'ai regardé Rebecca qui se tenait sur le porche et j'ai répondu, je ne sais pas si c'est une bonne idée aujourd'hui, Emma. Ta maman ne semble pas vouloir de nous dans ta maison. Mais c'est ma maison aussi, et je devrais avoir le droit d'inviter des gens dans ma chambre. Emma avait l'air si offensée que maman a dit, pourquoi ne me montrerais-tu pas ta chambre aujourd'hui, Emma? La prochaine fois, nous pourrons tous la voir. Emma a accepté. Madame Hernandez a dit qu'elle devait être avec elle. Maman, Madame Hernandez et Emma sont sortis de la banquette arrière et ont marché jusqu'au porche. Papa, et je ne pouvais pas entendre les mots clairement, mais l'échange était houleux. Aussi intimidante que fut Rebecca, Madame Hernandez l'était encore plus. Quelques minutes plus tard, maman, Madame Hernandez et Emma sont entrées dans la maison. Rebecca est restée sur le porche et nous a lancé un regard noir, à papa et à moi. Elle nous a même fait un doigt d'honneur. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi Rebecca me étend. Nous sommes restés là environ 10 minutes quand 2 voitures de patrouille sont arrivées, une devant notre voiture et une derrière. J'avoue que pendant un instant, j'ai paniqué. Mon arrangement avec Jake Morrison avait-il été découvert d'une manière ou d'une autre? Quelqu'un avait-il découvert que j'étais derrière l'escroquerie sur Internet? J'étais si près d'être réuni avec ma petite fille. Et voilà que ça arrivait. Alors que 4 policiers sortaient des 2 voitures de patrouille. Barry Stewart est arrivé en voiture dans l'allée et a couru jusqu'au porche. Madame Hernandez les a accueillis à la porte d'entrée. Papa et moi avons regardé les policiers menotter Rebecca et Barry. Qu'est-ce que diable se passait? J'ai voulu sauter de la voiture, mais papa m'a retenu. Je vais aller voir. Mike, tu restes ici. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Avant que papa ne puisse sortir de la voiture, maman est sortie rapidement de la maison, s'est dirigée vers la voiture et est montée sur le siège arrière. Barry et Rebecca étaient conduits dans l'une des voitures de patrouille par 2 policiers. Un policier de la deuxième voiture est resté sur le porche. L'autre est entré dans la maison avec Madame Hernandez. Ils sont revenus avec Emma. Maman, qu'est-ce que diable se passe? Je ne sais pas. Madame Hernandez regardait autour de la chambre d'Emma quand elle a remarqué un jouet sur son étagère. Elle l'a ramassé puis a posé à Emma des questions que je n'ai pas très bien entendues. Après qu'Emma ait répondu aux questions, Madame Hernandez a sorti son téléphone et a appelé la police. Elle leur a dit de venir avec 2 voitures de patrouille et de se dépêcher. C'est tout ce que je sais. À ce moment-là, Madame Hernandez s'est approchée de notre voiture. Je suis désolé, mais Emma vient avec moi au poste. Nous avons besoin de lui poser quelques questions. Appelez Mademoiselle Harper et demandez-lui de nous rejoindre là-bas. Emma restera probablement avec une famille d'accueil des services sociaux jusqu'à ce que tout soit réglé. J'ai dû demander ce qui allait être réglé exactement. Que se passe-t-il? Nous ne savons pas encore. Je ne pense pas qu'Emma ait été agressée, mais des choses suspectes ont été trouvées dans sa chambre, et la police doit enquêter. En attendant, Emma sera en sécurité avec moi. Soyez patient, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Je ne me soucie que du bien-être d'Emma. Appelez Madame Harper. Il a fallu 3 semaines, mais finalement nous avons eu toute l'histoire, et grâce au talent de Glatty Harper, tout a tourné en notre faveur. Quand Madame Hernandez a trouvé la peluche sur l'étagère d'Emma, elle l'a immédiatement reconnue comme une caméra cachée. Madame Hernandez a appelé la police. La caméra était suffisante pour obtenir un mandat de perquisition. L'ordinateur de Barry a été trouvé avec toutes les preuves dessus. Il s'est avéré que Rebecca n'était pas au courant de Barry ou de ses activités de surveillance. Cela n'a pas aidé que Madame Hernandez ait entendu les mots de Rebecca à l'école, traitant Madame Hernandez de « grosse », l'aide assistée sociale qui devrait être au Mexique.
La juge Torres a fait de son mieux pour paraître nonchalante, mais cela n'a pas pu aider le dossier de Rebecca. Mademoiselle Harper a si bien monté le dossier que Rebecca n'a même pas obtenu de droit de visite. 2 mois après notre arrivée au Texas, nous partions dans la voiture de papa avec Emma attachée sur le siège à côté de grand-mère. Emma et moi avons emménagé chez mes parents pendant presque toute la première année. Nous avons dû faire suivre une thérapie à Emma sur les conseils de la conseillère. Nous avons même permis à David d'assister à la fête du 11e anniversaire d'Emma. Le pardon faisait partie des recommandations du thérapeute, ce qui signifiait accorder un accès limité à la mère de Rebecca auprès d'Emma. Ces 2 choses me tenaient en haleine, mais après une longue conversation avec la thérapeute d'Emma, j'ai accepté que c'était pour le bien d'Emma, et je devais simplement l'accepter. Le plus difficile fut lorsque Rebecca est retournée vivre à Cleveland. Nous avons laissé Emma rendre visite à sa mère chez sa grand-mère quelques fois, jusqu'à ce que sa mère reçoive un appel de Margaret Turner. Je déteste faire ça, mais je dois te dire que Rebecca dit des choses horribles à ton sujet, Mike, et sur tes parents. Je n'arrive pas à croire que j'ai élevé une personne si horrible. Cela me brise le cœur, mais je ne veux pas qu'elle m'éloigne de ma petite fille. Je ne pense pas que Rebecca devrait être avec Emma plus longtemps. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Rebecca a été coupée d'Emma et en allant au tribunal, elle a perdu tous ses droits sur Emma. C'était dégoûtant, pour le moins qu'on puisse dire. Rebecca jurait et nous menaçait tous, y compris Emma et Margaret, avant d'être escortée hors de la salle d'audience par son avocat embarrassé. Notre vie de famille commençait à ressembler à un mauvais épisode du Jerry Springer Show. Rebecca a refusé d'obéir à l'ordonnance du juge et en a fait toute une histoire, se présentant à notre porte à des heures indues, ignorant l'ordonnance de restriction que nous lui avions finalement signifiée, frappant à notre porte chaque fois que nous ne répondions pas. Même après qu'elle ait passé un week-end en prison, rien n'a changé. Lorsque la police s'est avérée être un faible moyen de dissuasion, j'ai décidé de recourir à une autre tactique. Une fois de plus, je me suis assis en face de Jawan Price dans un restaurant du centre-ville. 1000, c'est pour lui faire pression. 2000, c'est pour l'intimidation physique. 10 000, c'est permanent. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Juste qu'on la persuade de quitter la ville. Jawan a accepté l'enveloppe et est parti. Je n'ai pas été surpris d'apprendre que 2 semaines plus tard, Rebecca était de retour au Texas. 1 an plus tard, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle avait réemménagé avec Barry Stewart quand il a été libéré sur parole. La dernière chose que j'ai entendue de Margaret, c'est que Rebecca et Barry vivaient au Nicaragua après qu'il ait manqué à sa liberté conditionnelle. J'ai fini par parler à la thérapeute d'Emma au sujet de Rebecca. Elle a dit qu'il était impossible de poser un diagnostic sans examiner quelqu'un directement, mais étant donné certains comportements de Rebecca, il est probable qu'elle souffre d'un ou plusieurs troubles de la personnalité. J'étais content de voir cette femme partir, j'espère pour de bon. Pendant tout ce drame, il s'est avéré que j'avais en fait acquis des compétences commercialisables pendant mon séjour en prison. Non seulement auprès d'autres détenus, mais aussi grâce à un programme d'alphabétisation informatique qu'il proposait. Mon père m'a fourni un peu de capital, et j'ai pu ouvrir un petit magasin dans un centre commercial où je faisais de la conception de sites web et de la réparation d'ordinateurs personnels. Aucune entreprise ordinaire n'aurait embauché un ex-détenu, lui confiant tant d'informations sensibles, mais avoir ma propre entreprise a fonctionné. Très peu de mes clients, voire aucun, n'ont effectué de vérification de mes antécédents, et j'ai agi de manière irréprochable. Pas de raccourcis, pas d'escroquerie. Je gagnais 50 à 60 000 par an, assez pour payer le loyer de notre appartement et subvenir aux besoins d'Emma et aux miens. Après 1 an de thérapie et d'adaptation, Emma et moi avons trouvé notre propre appartement à Lakewood, non loin de chez mes parents. C'était un petit 2 pièces, mais c'était le nôtre, et j'étais fier de pouvoir subvenir à nos besoins grâce à un travail légitime. Emma était une enfant remarquable. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle était résiliente, intelligente et avait une étonnante capacité de pardon. Elle excellait à l'école et s'était fait de bons amis dans son nouveau quartier. Au cours des 3 dernières années, Emma a fait du jogging et du vélo avec moi. Elle sera une excellente coureuse de demi-fond. L'entraîneur d'athlétisme du lycée a Emma à l'œil pour l'année prochaine. Elle concourra probablement en seconde. Samedi matin, Emma et moi avons passé la matinée à faire du vélo et à courir lors d'une course amusante à Edgewater Park. Un parcours à vélo de 25 mètres suivi d'une course de 10 km le long du lac Erie. Tout au long du parcours à vélo, nous sommes restés ensemble. Les 2 derniers miles,
nous avons roulé derrière une femme qui pédalait vite malgré une jambe artificielle. Emma a fait remarquer à quel point cette femme était courageuse. Que c'était de rivaliser avec un tel obstacle. Bien sûr, cette femme me rappelait Victoria, mais elle avait des cheveux bruns courts et sa jambe artificielle était très différente de celle de Victoria. Je ne l'ai pas regardée une seule fois dans les yeux lorsque nous l'avons dépassée. Mais le souvenir de cette nuit avec Victoria m'a presque gêné. Après tout, j'étais avec ma fille. Pas le meilleur moment pour penser à de telles choses. Nous sommes passés du vélo à la course et 42 minutes plus tard. Alors qu'Emma et moi approchions de la ligne d'arrivée, une femme nous a dépassés et a fini devant nous. Emma s'est approchée d'elle pendant que nous reprenions notre souffle et s'est présentée. La femme se tenait de dos et a gracieusement accepté la main tendue d'Emma. C'était incroyable, a dit Emma. Merci. Emma a continué à marcher et à parler, et je suis resté en retrait, ne voulant pas l'interrompre. C'est tout Emma de se faire de nouveaux amis partout où elle va. Dernièrement, elle a essayé de me faire sortir plus souvent et d'engager la conversation avec des femmes qu'elle ne connaît pas. Après quelques minutes, elles se sont arrêtées et se sont tournées vers moi. Voici mon père, Michael Harrison. Papa, voici Victoria Brox. Victoria m'a regardé, ne me reconnaissant pas au début, mais quelque chose a brillé dans ses yeux. Ravi de vous rencontrer, Victoria. Je lui ai serré la main. Papa. J'ai dit à Victoria que nous nous arrêterions à cet endroit sur la rivière où tu aimes manger. Victoria a accepté de nous rejoindre. J'ai ri. Ce serait super. Nous allons au Flat East Bank. Vous connaissez? Maintenant, Victoria avait le temps de se souvenir quand et pourquoi nous nous étions rencontrés pour la première fois. Peut-être devrais-je vous laisser un moment père-fille. Laissez-moi une autre occasion, Victoria. C'est très gentil à vous. Mais nous avons passé du temps ensemble toute la semaine. Je pense qu'Emma apprécierait la compagnie d'une autre femme pour changer. S'il vous plaît, ne décevez ni Emma ni moi. Rejoignez-nous. Vous êtes sûr, ai-je répondu. Faut-il que je te supplie? Si papa ne le fait pas, moi, oui. S'il te plaît, viens avec nous. Victoria a souri. D'accord, je vous y rejoindrai. Alors qu'Emma et moi chargeons nos vélos dans la voiture, j'ai fait une petite prière pour que Victoria ne nous pose pas un lapin et nous rejoigne au Flat East Bank. Elle est bienvenue et, pendant la demi-heure suivante, alors que j'étais assis à une table en mangeant un hamburger et en buvant une bière, elles ont parlé comme de vieilles amies. Emma était très excitée d'apprendre que Victoria avait obtenu son diplôme de l'Institut d'art de Cleveland avec une licence en photographie. Le Cleveland Museum of Art est le musée préféré d'Emma à Cleveland, et l'art est sa matière scolaire préférée. J'ai passé un moment à tendre l'oreille et j'ai appris que Victoria travaillait pour une entreprise de marketing en tant que photographe de produits pour des catalogues en ligne. La plupart des petits commerces de détail qui n'ont pas leur propre personnel utilisent une agence comme celle pour laquelle Victoria travaille pour créer les sites web de leurs magasins. Leur conversation a été interrompue par un jeune homme demandant à Emma si elle voulait se joindre à lui et à ses amis pour une partie de cornhole. Emma a demandé à Victoria et à moi si c'était d'accord. Bien sûr, ça me donnerait l'occasion de parler à ton père, a dit Victoria. J'ai accepté et Emma est partie avec le jeune homme. J'ai suivi son départ du regard, content de pouvoir la garder en vue. Tu auras beaucoup de travail à faire, a dit Victoria. C'est déjà une belle jeune femme. Oui, mais elle a la tête sur les épaules. Je lui fais confiance. Merci de m'avoir permis de me joindre à vous aujourd'hui. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand vous m'avez reconnu. Je suis contente que vous l'ayez fait. Je ne me souviens pas qu'Emma se soit attachée à quelqu'un aussi vite qu'à vous. Je veux que vous sachiez quelque chose. Quand j'étais dans ce milieu, je ne réagissais pas aux hommes comme je l'ai fait avec vous. La façon dont tu as agi avec cet homme au bar et la façon dont tu m'as traité avec respect cette nuit-là. Pourquoi ne m'as-tu jamais rappelé? J'espérais que tu le ferais. J'ai décidé de lui dire la vérité. Je devais d'abord gérer mes retrouvailles avec Emma. Et quand cela a évolué vers le fait que je devienne un parent célibataire à part entière, je me suis concentré sur notre relation et la santé mentale d'Emma. Deuxièmement, je venais de sortir de prison et il aurait été facile de tomber amoureux de toi, surtout avec ta beauté, et je ne voulais pas tomber amoureux de quelqu'un dans ta profession. Je n'ai pas dit ça. S'il te plaît, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit et ne pense pas comme ça. Je suis désolé. Travaillez-vous toujours comme escorte?
J'ai décidé d'utiliser une expression plus agréable pour décrire l'ancienne profession de Victoria. Non, pas depuis que j'ai obtenu mon diplôme de l'Institut d'art de Cleveland et que j'ai obtenu ce poste. J'ai un bon revenu et une assurance maladie. J'ai arrêté le travail d'escorte le jour où j'ai été embauché. Mes factures médicales sont payées et j'ai eu une nouvelle jambe artificielle. Et comment vont vos parents? Il me semble que vous étiez en froid avec eux. Vous avez une bonne mémoire. Maman me parle maintenant. Papa a toujours du mal à accepter que j'ai passé 18 mois à me vendre. Il dit qu'il aurait préféré hypothéquer leur maison et vider son 401K. Mais je n'aurais jamais pu leur faire ça. Cela fait 3 ans depuis ma dernière prestation d'escorte. Et même si ça fait un moment, papa semble vouloir oublier cette horrible période de nos vies. Victoria et moi avons passé le reste de l'heure à parler d'Emma et de notre travail. Quand Emma est revenue à notre table, il était temps de partir. Est-ce que Victoria peut venir dîner le week-end prochain? Tout ce à quoi je pouvais penser à ce moment-là, c'était à quel point j'étais heureux d'avoir une fille aussi intelligente. Le dîner du week-end suivant a marqué le début d'une série de dîners, puis de rendez-vous, puis d'une romance. Victoria et moi sortons ensemble depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai pensé à la demander en mariage, et Emma est tout à fait d'accord. Elle adore Victoria, et elles sont devenues les meilleures amies du monde. Avant de demander Victoria, je vais demander la bénédiction de son père pour notre mariage. J'espère que cela contribuera, même modestement, à accélérer leur réconciliation trop lente. Son père, comme beaucoup d'hommes, se demande pourquoi le fait que Victoria ait été une prostituée ne me dérange pas. Peut-être que ça le devrait, mais Victoria et moi en avons discuté longuement. Nous sommes tous deux d'accord sur le fait que la fidélité dans le mariage est non négociable. Certains pourraient dire que je suis un idiot fini d'épouser une femme qui a été prostituée et de l'autoriser dans la vie de ma fille. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. 2 ans avant ce jour de course à Edgewater Park, je sortais avec une femme très gentille et notre relation devenait sérieuse. Un jour, elle m'a demandé comment j'avais perdu mes 2 dents de devant. J'ai décidé de lui dire toute la vérité, y compris ma relation avec Jake Morrison, mais pas l'arrangement ultérieur pour sa mort. Peu de temps après, elle est devenue indisponible pour des rendez-vous. Le message était clair. Elle ne pouvait pas tolérer un homme qui avait fait ce que j'avais fait pour survivre à une peine de prison. Après quelques mois à connaître Victoria, quand les choses sont devenues sérieuses et que nous sommes devenus exclusifs, j'ai décidé que Victoria devait connaître la vérité. Advienne que pourra. Maintenant, pas plus tard. Victoria a levé les yeux vers moi quand j'ai terminé l'histoire, et ses yeux bleus brillaient. Parfois, pour survivre, nous faisons des choses qui sont contraires à ce que nous pensons être. La chose la plus importante à retenir est que tu ne peux pas laisser cela te changer de l'intérieur. Tu dois te pardonner et jurer de rester qui tu étais. Tu es de nouveau Michael Harrison, un père aimant et juste un homme bien. Si tu as besoin de te pardonner ce qui s'est passé en prison, commence à te pardonner aujourd'hui. Je t'aime, Michael Harrison. Et je ne pense pas que tu aies quoi que ce soit à avoir honte. Bien sûr, Victoria n'a pas dit tout cela quand elle m'a serré dans ses bras, mais elle n'avait pas besoin de le dire. Parfois, le pardon, si vous aimez la bonne personne, est tout ce dont vous avez besoin pour vivre une bonne vie.